Dans la vie, certaines choses sont évidentes. Soit vous faites partie de ceux qui savent que la série animée de Batman des années 90 est une des meilleures séries télévisées jamais produites, soit vous ne l'avez jamais regardée. Ayant remporté 4 Emmy Awards au cours de ces 2 saisons et encore nommé près de 30 ans après sa diffusion comme étant la deuxième meilleure série animée de tous les temps derrière les Simpsons dans plusieurs palmarès, la série des années 90 est également considérée comme étant la meilleure adaptation de Batman en dehors des bandes dessinées. C'est elle qui a amorcé l'univers partagé animé de DC Comics, engendrant des séries interconnectées jusqu'en 2006. On lui doit la création de plusieurs personnages féminins qui sont devenus des incontournables de DC comme Harley Quinn, Renee Montoya, Nora Freeze, Mercy Graves et plusieurs autres encore, ainsi qu'une refonte complète de certains personnages cultes comme Mr. Freeze et Mad Hatter. Même les immenses succès que furent les 2 premiers volets de la série de jeux vidéo Arkham s'inspirent principalement, tout en l'adaptant à son public qui était maintenant 20 ans plus vieux, de la vision que la série avait offerte du Chevalier Noir, et pour cause. Arkham Asylum et Arkham City ont été scénarisés en grande partie par Paul Dini, l'homme à qui l'on doit cette vision. Bien sûr, Paul Dini n'est pas le seul talent derrière la série. C'est Bruce Timm, un des co-créateurs de la série avec Eric Radomski, qui a su traduire l'univers de Batman vers l'animation dans une série qui allait se permettre une direction artistique empruntée au film noir des années 40 et des thématiques matures jusqu'ici jamais abordées dans une série pour enfants. Et c'est cette maturité, présente depuis les tout débuts de la série et marquant chaque étape de sa production, qui allait aboutir à la réalisation de Mask of the Phantasm, le film le plus mature de Batman. Sorti au cinéma avec trop d'empressement et pas assez de publicité, Roger and I never reviewed it, and as far as I'm concerned, we made a big mistake because it's terrific. C'est un film qui appartient encore une fois au film noir et au film d'horreur, ainsi qu'une tragédie grecque perdue dans une saturation de spectacles romains. Bienvenue à Frank Movie Talks, Frank c'est moi, et aujourd'hui je vais explorer Batman Mask of the Phantasm. Commençons par le début. Dans les années 90, le département d'animation de Warner Brothers engage un nouveau producteur exécutif, un certain Steven Spielberg, qui insiste pour que dorénavant les séries animées jouissent d'un orchestre complet pour la composition de leur trame sonore. Quand vient le temps de composer la musique de la série de Batman, Shirley Walker manifeste son intérêt jusqu'à ce qu'on lui donne enfin sa chance. Celle qui avait commencé sa carrière en jouant du synthétiseur sur la trame sonore de Apocalypse Now avant de signer sa première partition solo pour Memoirs of an Invisible Man, fut chef d'orchestre et orchestratrice sur de nombreuses grosses productions hollywoodiennes, collaborant plusieurs fois avec Danny Elfman, notamment sur le Batman de 1989, et Hans Zimmer, futur compositeur de la trilogie de Christopher Nolan. Elle a composé la musique pour plus de 34 épisodes de la série animée en plus du second générique, et c'est à elle qu'on doit la trame sonore de Mask of the Phantasm. À sa mort, en 2006, elle détenait le record du plus grand nombre de trames sonores pour des grosses productions que n'importe quelle autre femme aux États-Unis, et elle sera toujours considérée comme une pionnière dans l'industrie pour son ambition et ses efforts afin d'améliorer les conditions de travail des compositeurs et des compositrices. La série animée, de même que le film, ont aussi profité de l'expérience inégalée d'Andrea Romano, directrice de casting et de doublage sur plusieurs séries et films de DC, ainsi que sur d'autres projets comme Avatar, The Last Airbender. C'est à elle qu'on doit d'avoir engagé David Warner pour jouer le rôle de Ra's al Ghul, Ron Perlman pour Clayface, Adrienne Barbeau pour Catwoman, Roddy McDowall pour Mad Hatter, en plus de Mark Hamill pour le Joker et de Kevin Conroy qui allait donner sa voix à Batman pendant des décennies. Elle a, malheureusement pour nous, mais tant mieux pour elle, pris sa retraite en 2017. Pour l'anecdote, elle raffolait tant d'entendre Kevin Conroy prononcer son nom avec la voix de Batman que les scénaristes ont décidé que dans Mask of the Phantasm, l'intérêt amoureux de Bruce Wayne allait s'appeler Andrea, donnant ainsi l'occasion à Andrea Romano d'entendre Batman prononcer son nom encore et encore. Pour connaître l'histoire de Mask of the Phantasm, c'est simple. Il suffit d'avoir vu les 3 meilleurs films américains selon l'American Film Institute, Citizen Kane, The Godfather et Casablanca. À travers une série de retours en arrière, on découvre comment un homme riche a fini par s'autodétruire. Comment, après qu'on ait tiré sur son père, il a déçu tous ceux qui avaient foi en lui pour se transformer en monstre vengeur. Mais alors qu'il voit revenir dans sa vie la femme qui lui a brisé le cœur des années auparavant, il doit maintenant choisir entre la condamner ou l'aider dans sa propre croisade contre le mal. You still following your dad's orders? The way I see it, the only one in this room controlled by his parents is you. Le film est à la fois une histoire d'amour, située dans le passé glorieux de Gotham lorsque la vie pleine de promesses souriait à un jeune couple portant son regard vers le futur, et une quête de vengeance se déroulant dans une sombre ville déchue qui transforme même ses plus braves citoyens en monstres sans avenir. L'histoire d'amour est racontée à travers des retours en arrière qui, phénomène rare, ne portent pas sur le meurtre des Wayne, mais plutôt sur la dernière chance qui s'est présentée à Bruce de ne pas devenir Batman. Tandis que le présent le voit enquêter sur un spectre qui tue un à un les chefs de la pègre, tout en fuyant la police qui le croit coupable de ses meurtres. Bien sûr, le spectre est nul autre qu'Andrea, revenu à Gotham pour venger son père des gangsters qui l'ont assassiné. Poussé au désespoir, Valestra, l'un des derniers gangsters survivants, commet l'erreur d'ouvrir la plus terrible boîte de Pandore qu'on trouve à Gotham en allant demander de l'aide au seul individu qu'il croit capable de le protéger. Un parasite qui infeste les ruines d'un futur qui n'a jamais vu le jour, les ruines de ce que la vie de Bruce et Andrea aurait pu devenir si le destin avait joué en leur faveur, une boîte de Pandore qui se nomme Joker. Gasp! Gasp!
Et c'est ce qu'Andrea voulait, puisque le Joker fait également partie des responsables de la mort de son père et qu'elle avait besoin de Valestra pour lui indiquer où est-ce que le Joker se cachait. Si Andrea promet que sa quête de vengeance prendra fin après ce dernier meurtre, Batman ne peut en dire autant de sa propre croisade contre le crime puisqu'il refuse de la laisser escalader jusqu'au meurtre, pas même celui du Joker, cet ennemi qui se moque de la vie idéale que Bruce Wayne n'a jamais eue, de la famille nucléaire qu'il a perdue. Isn't Hazel here a cutie? True, she's a real homebody, but you can't help who you fall in love with. Ooh. Leur combat pour l'âme de Gotham est devenu plus grand que la ville elle-même et les deux personnages s'épuisent sans jamais tuer l'autre. Parce qu'il ne s'agit pas d'une quête de vengeance et parce que Batman refuse de tuer, sa croisade contre le crime ne connaîtra sans doute jamais de fin. Ce film est en quelque sorte une mise en garde pour les enfants qui idolâtrent Batman. Certes, Batman est un modèle de courage, mais comme je le disais plus tôt, d'un courage de tragédie grecque plutôt que de spectacle romain. Un courage non pas vis-à-vis de l'adversité, mais dans la résignation à son propre destin. What am I still doing this for? Ce que démontrent les retours en arrière dans le film, c'est que l'échec de Bruce Wayne, ce n'est pas d'être incapable de faire le deuil de ses parents. C'est d'ailleurs la seule fois où l'on entendra dire la vérité à propos de son deuil, dans une phrase qui aurait le pouvoir d'anéantir Batman bien plus que n'importe quel de ses adversaires n'en sera jamais capable. It doesn't mean I don't care anymore. I don't want to let you down, honest, but it just doesn't hurt so bad anymore. Non. Bruce a fait son deuil, mais il en a honte. I didn't count on being happy. Dans cette version, l'échec de Bruce Wayne, c'est qu'il a honte d'avoir réussi à passer par-dessus le meurtre de ses parents et par conséquent, il ne s'autorise pas à être heureux. Si sa croisade contre le crime n'est pas une quête de vengeance, c'est parce qu'il n'y a plus rien à venger. En vérité, sa croisade est une fuite honteuse de toute possibilité d'être heureux parce qu'il croit qu'il y est obligé, parce qu'il croit qu'il y est destiné. Pour s'accorder avec le ton tragique du film, Shirley Walker a ajouté un chœur à son orchestre habituel. Et Andrea Romano a encore une fois engagé des acteurs qui étaient parfaits pour leur rôle. Quant à Paul Dini, durant la production, il fut sauvagement attaqué et gravement blessé par deux individus qui l'ont laissé pour mort dans la rue, une partie des os de son visage réduite en poussière. Dans son roman graphique Dark Knight A True Batman Story, paru en 2016, il raconte les lourdes répercussions physiques et psychologiques de cet événement, comment il a failli délaisser non seulement l'écriture du film, mais se détourner complètement de Batman en qui il ne croyait plus, et comment il a bien failli vivre dans la peur pour le reste de sa vie. Heureusement, il est parvenu à retrouver le courage de terminer le scénario de Mask of the Phantasm, et son combat contre la peur continue toujours, tout comme son écriture. Aujourd'hui, Paul Dini considère que même s'il s'agit d'un héros fictif, Batman a trouvé une façon de lui venir en aide dans la réalité. Il y a encore beaucoup de gens qui ne considèrent pas que les films d'animation peuvent atteindre le même niveau de maturité qu'un film avec de vrais acteurs. Pourtant, il s'agit d'une façon bien moins coûteuse de faire du cinéma. Les films d'animation ouvrent de nouvelles possibilités narratives et artistiques et ont prouvé à maintes reprises qu'ils pouvaient non seulement atteindre, mais dépasser le niveau de maturité de la majorité des autres films. C'est d'ailleurs parfaitement évident pour les Japonais depuis plusieurs années. Espérons qu'avec plus de films comme Mask of the Phantasm, ça devienne aussi évident pour les Occidentaux. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains qui porteront sur la duologie de Joel Schumacher.